Les geôles orquades ne relèvent pas d'une architecture carcérale, mais d'une écologie de domination physique où les captifs deviennent simultanément ressources biologiques, terrain d'affrontement hiérarchique et combustible pour l'économie de violence qui structure les enclaves peau verte. Les structures de détention émergent comme prolongements organiques de l'agglomération guerrière, jamais conçues mais accumulées par sédimentation de tôles, d'ossements et de débris technologiques soudés par un instinct territorial rudimentaire. La captivité sous domination orque ne vise aucune rédemption ni exploitation rationnelle, mais constitue un état intermédiaire où le prisonnier existe comme divertissement vivant, réserve de viande d'urgence et matériaux d'expérimentation pour les bricoleurs dont la curiosité mécanique ne distingue pas le fer du muscle. L'espace carcéral orque demeure fondamentalement instable, perpétuellement menacé par les luttes intestines de clans, les invasions rivales et l'effondrement structurel spontané. Chaque prisonnier survivant non par grâce, mais par l'indifférence momentanée de gardiens dont l'attention se déplace selon des logiques de violence récréative imprévisibles. Les premières observations impériales codifiées remontent à la campagne d'Armageddon secondaire, lorsque les forces de récupération du Departamento Munitorum pénétrèrent dans les vestiges d'un campement orque abandonné après 3 cycles de siège successifs. Ce que les cartographes nommèrent initialement « installation de détention » ne correspondait à aucune nomenclature architecturale reconnue. Les structures identifiées comme cages ne possédaient ni uniformité dimensionnelle, ni logique de distribution spatiale, mais surgissaient du sol comme excroissance métallique là où l'accumulation de ferraille atteignait une masse critique suffisante pour qu'un bricoleur inspiré y soude des barreaux récupérés sur épaves de véhicules impériaux. L'analyse structurelle révéla que ces espaces confinés n'avaient jamais été planifiés selon une intention carcérale cohérente, mais résultaient d'un processus d'agrégation spontanée, où chaque boss de guerre ajoutait sa contribution selon des impératifs de prestige immédiat plutôt que de fonctionnalité durable. La géométrie qui en résultait défiant toute logique euclidienne standard. Les technoprêtres, affectés à l'analyse comparative, durent développer de nouveaux systèmes de mesure pour cartographier des espaces où les angles droits n'existaient pas, où les volumes s'interpénétraient sans cohérence structurelle et où la gravité elle-même semblait négocier plutôt qu'obéir. Les cages les plus anciennes, identifiables par leurs strates de rouille fossilisées, montraient des traces d'occupation humaine remontant à plusieurs décennies, suggérant que certains prisonniers avaient survécu assez longtemps pour voir leurs geôles devenir monuments involontaires de leur propre obsolescence. Les couches supérieures de construction orque s'étaient simplement accumulées par-dessus, enfermant les structures antérieures dans une archéologie verticale de violence stratifiée. Les dimensions des espaces de confinement variaient de manière apparemment aléatoire, certaines cages ne permettant pas à un humain adulte de se tenir debout, tandis que d'autres formaient des arènes improvisées de 15 mètres de diamètre où les traces au sol indiquaient que les prisonniers avaient été contraints à des combats rituels pour le divertissement des gardiens. Cette variabilité ne reflétait aucun système de classification ou de hiérarchie pénale, mais dépendait uniquement des matériaux disponibles au moment de la construction et de l'humeur du mécano responsable. Les barreaux eux-mêmes, analysés par spectrométrie, provenaient de sources incohérentes. Blindage de chars Lehman Russ, structure de soutien de cathédrale ruinée, ossature de titan scout partiellement fondue. Chaque cage devenant ainsi témoignage involontaire des victoires passées du clan. L'absence totale de planification sanitaire ou de considération pour la survie à long terme des occupants suggérait que les orques concevaient la détention comme état transitoire plutôt que permanent. Les prisonniers destinés à être consommés, échangés ou simplement oubliés selon les fluctuations imprévisibles de l'économie tribale locale. Le système de surveillance des captifs dans les concentrations orquades ne repose sur aucune chaîne de commandement formalisée, mais émerge d'une stratification instinctive où la garde des prisonniers constitue simultanément privilège, corvée et terrain d'affirmation pour les spécimens de rang intermédiaire, exclus des combats de première ligne. Les rapports d'interrogatoire des rares évadés
concordent sur l'existence d'une caste informelle de geôliers dont le statut fluctue quotidiennement selon des critères de dominance physique immédiate plutôt que d'ancienneté ou de compétences démontrables. Ces gardiens, identifiés dans la taxonomie impériale comme sous-nobs de détention, occupent un échelon social particulièrement précaire, suffisamment imposant pour terroriser les captifs humains, mais trop faible pour revendiquer un rôle dans la hiérarchie guerrière principale. L'observation ethnographique menée par l'Inquisition lors du siège prolongé de Gazgkul révéla que la rotation des gardiens obéissait non à un système organisé de quarts, mais au résultat de violences intestines continues entre prétendants au poste. Un orc assumant la garde des cages le conservait jusqu'à ce qu'un rival plus fort le délogeât physiquement, processus qui se répétait plusieurs fois par cycle diurne dans les campements les plus turbulents. Cette instabilité créait paradoxalement des fenêtres de vulnérabilité exploitables, car durant les affrontements entre gardiens successifs, les prisonniers bénéficiaient de périodes d'inattention complète pouvant s'étendre sur plusieurs heures standard. Toutefois, toute tentative d'évasion durant ces intervalles encourait le risque d'attirer l'attention du vainqueur fraîchement établi, motivé à démontrer sa domination par une brutalité accrue envers les captifs. La fonction de geôlier comportait certains avantages matériels, identifiés par l'analyse comportementale xénologique. Les gardiens s'arrogeaient priorité d'accès aux rations destinées nominalement aux prisonniers, consommant arbitrairement jusqu'à 3/4 des ressources nutritives avant distribution. Cette prédation systématique expliquait le taux de mortalité par inanition documenté dans 87% des captivités prolongées. Les gardiens exerçaient également monopole sur les interactions avec les prisonniers, monnayant auprès d'autres orques le droit d'observer ou de participer aux sévices, créant ainsi une microéconomie informelle où les captifs devenaient actifs, négociables sans jamais être consultés sur leur propre marchandisation. Les Gretchins, sous-espèces serviles des peaux vertes, jouaient rôle d'auxiliaires dans ce système, circulant entre les cages pour récupérer cadavres, distribuer eau contaminée et transmettre messages entre gardiens et autorités tribales supérieures. Leur petite taille leur permettait accès à des espaces où les orques de pleine stature ne pouvaient pénétrer, créant zones de non-droit où prisonniers affaiblis pouvaient parfois négocier informations contre protection temporaire. Ces créatures manifestaient envers les captifs humains une cruauté disproportionnée à leur propre statut subalterne, compensant leur position inférieure dans la hiérarchie orque par domination exacerbée des seuls êtres encore plus vulnérables qu'eux-mêmes. La documentation récupérée sur Rhine's World après la purge finale indiquait que certains gardiens développaient attachement pathologique à des prisonniers spécifiques, non par empathie, mais par fierté possessive, similaire à celle manifestée envers armes ou trophées de guerre particulièrement valorisés. Ces relations aberrantes prolongeaient paradoxalement la survie des captifs favorisés, qui recevaient portions nutritives supérieures et protection contre agression d'autres orques, au prix d'une instrumentalisation totale de leur existence, devenue simple extension du prestige de leurs propriétaires. L'infrastructure biologique, qui sous-tend les concentrations orquades, transforme la détention humaine en processus métabolique plutôt qu'en institution pénitentiaire, chaque prisonnier intégré malgré lui dans les cycles nutritifs, rituels et écologiques du campement. Les spores fongiques omniprésentes dans tout établissement orque saturent l'atmosphère des zones de détention à des concentrations atteignant 43 millions d'unités par mètre cube, selon les mesures effectuées par les équipes de décontamination du Mechanicus. Ces particules microscopiques, vecteurs de reproduction des espèces orquades, colonisent progressivement les tissus pulmonaires des captifs, provoquant pathologies respiratoires chroniques documentées dans 92% des survivants examinés après libération. La présence humaine prolongée favorise paradoxalement la prolifération de ces spores, la chaleur corporelle et l'humidité exhalée créant conditions optimales pour leur germination dans les interstices des structures métalliques environnantes. Les déjections organiques produites par les prisonniers ne font l'objet d'aucun système d'évacuation planifié, mais s'accumulent dans les strates inférieures des cages jusqu'à former substrat fertile où émergent spontanément champignons comestibles consommés indifféremment par orques et Gretchin.
Cette symbiose involontaire inscrit les captifs dans l'économie alimentaire du clan, sans qu'aucune intention agricole consciente ne préside à cet arrangement. Les technoprêtres, analysant ces écosystèmes carcéraux, identifièrent 16 variétés distinctes de fungi dont la croissance corrélait directement avec le nombre et l'état de santé des détenus, suggérant que certains boss de guerre préservaient délibérément noyaux de prisonniers, non pour leur valeur intrinsèque, mais pour maintenir ces cultures fongiques accessoires. L'eau distribuée aux captifs provenait invariablement de sources contaminées par les activités métallurgiques du campement, chargées de particules ferrugineuses, d'hydrocarbures résiduels et de composés organiques en décomposition. Les analyses toxicologiques révélèrent concentration en métaux lourds dépassant de 1400% les seuils de létalité établis par le Departamento Sanitarius. Pourtant, les prisonniers survivaient souvent plusieurs mois d'ingestion continue de ces fluides mortels. Les biologistes impériaux formulèrent hypothèse que l'exposition constante aux spores orquades induisait modifications physiologiques mineures chez les captifs, leur système immunitaire développant résistance partielle par contamination croisée avec les mécanismes de survie xénos. Cette adaptation forcée laissait séquelles permanentes. Les libérés présentant mutations cellulaires subtiles, nécessitant quarantaine prolongée avant réintégration dans populations civiles standards. Le cycle circadien des campements orcs, dicté par rythme de combat et de repos imprévisibles, désynchronisait complètement l'horloge biologique des prisonniers humains. Les périodes d'activité intense pouvaient s'étendre sur 72 heures continues, suivies d'effondrements collectifs, durant lesquels le campement entier sombrait dans torpeur quasi comatose. Les captifs, privés de repères temporels cohérents, perdaient progressivement capacité à distinguer jour et nuit, leur métabolisme entrant dans état de confusion chronique, documenté par électroencéphalographie post-libération, montrant perturbations neurologiques irréversibles. Cette désorientation temporelle constituait forme de torture involontaire plus efficace que brutalité physique délibérée, l'effondrement psychologique précédant systématiquement la mort corporelle dans 80% des cas observés. Les températures dans les zones de détention fluctuaient selon proximité des forges et générateurs énergétiques orques, oscillant entre 17 degrés durant phase d'inactivité tribale et 53 degrés lorsque production d'armement atteignait intensité maximale. Ces variations thermiques extrêmes, combinées à l'humidité ambiante générée par condensation sur surface métallique, créaient environnement propice aux infections cutanées et pulmonaires. Les corps des prisonniers décédés n'étaient évacués que lorsque leur décomposition commençait à incommoder les gardiens orques, processus pouvant nécessiter plusieurs semaines durant saison froide. Cette cohabitation prolongée avec cadavres en putréfaction normalisait la mort dans conscience des survivants, dont les témoignages ultérieurs révélaient incapacité émotionnelle à réagir au décès de codétenus, la répétition ayant annihilé toute réponse affective fonctionnelle. L'architecture carcérale orque transformait ainsi prisonniers non seulement en ressources biologiques, mais en témoins passifs de leur propre déshumanisation progressive, chaque jour de captivité effaçant strates supplémentaires d'identité antérieure jusqu'à ne laisser que substrat organique répondant uniquement aux stimuli de survie immédiate. Les archives de l'Ordo Xenos conservent 12 347 dépositions certifiées de personnel militaire et civil ayant enduré captivité orchicide prolongée. Corpus documentaire dont l'analyse révèle convergence troublante indépendante des théâtres d'opération ou des périodes chronologiques. Le sergent Matthias Collen, rescapé de la chute de Forge Elmar après 91 jours de détention, décrivit lors de son interrogatoire, sous sonde véridique, un phénomène qu'il nomma l'effacement par présence, processus par lequel la proximité constante des peaux vertes dissolvait progressivement sa capacité à concevoir existence en dehors du cadre carcéral immédiat. Ces déclarations, initialement attribuées à traumatisme psychologique standard, furent corroborées par examen neurologique, démontrant atrophie mesurable des centres cérébraux associés à la planification temporelle et à la projection dans l'avenir. Modifications physiologiques observées chez 84% des survivants testés. La sœur hospitalière Veridiana Kos,
capturé durant le massacre de la procession sainte sur Octarius, témoigna que les prisonniers développaient entre eux langage non-verbal sophistiqué, fondé sur micro-expressions et postures corporelles minimales. Toute communication verbale attirant attention létale des gardiens. Ce système sémiotique silencieux permettait coordination rudimentaire pour distribution des maigres ressources et alerte mutuelle lors d'approches hostiles, mais empêchait également transmission d'informations complexes susceptibles d'organiser résistance collective. Les captifs existaient ainsi dans isolement communicationnel paradoxal, entourés de congénères, mais privés de possibilité d'établir liens sociaux fonctionnels. Veridiana nota particulièrement que les tentatives de prière collective étaient systématiquement réprimées par violence extrême, les orques semblant percevoir intuitivement la dimension subversive de toute ritualisation partagée entre prisonniers. L'officier mécanisé Talu Vreng, dont l'augmentation bionique permit survie de 138 jours dans conditions qui auraient tué organismes entièrement biologiques, rapporta observations techniques précieuses concernant routines de surveillance. Les gardiens manifestaient pics d'attention lors des distributions alimentaires et durant visites de nobs supérieurs inspectant leurs possessions humaines, mais démontraient négligence quasi totale durant heures nocturnes où intoxication par bière fongique réduisait leur vigilance à néant. Vreng identifia également que les orques éprouvaient difficultés cognitives à maintenir compte précis du nombre de prisonniers. Leur capacité arithmétique rudimentaire permettant évasion individuelle durant transfert entre cages ou lors de désorganisation provoquées par conflits de clans. 3 de ses compagnons de captivité disparurent ainsi sans que les gardiens ne remarquassent leur absence durant 11 jours, période durant laquelle les évadés périrent dans le labyrinthe du campement, faute de pouvoir localiser les périphéries. Les récits concordent sur l'absence totale d'interrogatoires systématiques ou de tentatives d'extraction d'informations tactiques, les orques ne démontrant aucun intérêt pour les connaissances stratégiques détenues par leurs captifs militaires. Cette indifférence renseignementielle contrastait violemment avec les pratiques de toutes autres espèces xénos documentées, suggérant que pour la mentalité orque, la valeur du prisonnier résidait exclusivement dans sa présence physique immédiate, plutôt que dans quelque utilité potentielle future. Le capitaine Erasmus Vold, vétéran de campagnes anti-xénos multiples avant sa capture sur Golgotha, observa que cette absence d'instrumentalisation intellectuelle rendait paradoxalement la captivité orque plus supportable psychologiquement que détention par Eldar noir ou Tau, espèce pratiquant manipulation mentale sophistiquée. Sous domination orque, l'esprit demeurait propriété du captif même si le corps était totalement assujetti. Les dépositions révèlent également émergence spontanée de hiérarchies informelles entre prisonniers, structuration sociale qui se développait sans coordination consciente selon critères de force physique résiduelle, capacité à négocier avec Gretchen, ou simple chance d'occuper emplacement dans cage offrant protection relative contre intempéries et agressions. Ces stratifications internes généraient tensions parfois plus meurtrières que brutalité des geôliers eux-mêmes, les ressources si limitées que toute tentative de redistribution équitable rencontrait résistance violente de ceux ayant établi monopole précaire sur accès privilégié. Le sous-lieutenant Carolus Men admit lors de confessions pénitentielles, post-libération, avoir personnellement causé mort de 2 codétenus pour préserver contrôle d'une fissure dans les barreaux par laquelle s'écoulaient quelques gouttes d'eau non contaminées, acte qu'il justifia comme nécessité de survie, mais qui le hantèrent jusqu'à son suicide rituel 3 années après rapatriement. Les prêtres confesseurs assignés au programme de réhabilitation notèrent récurrence alarmante de telles révélations, la captivité orque forçant émergence de barbarie latente chez sujets impériaux ayant auparavant mené existence conforme aux doctrines civilisationnelles de l'impérium. Les systèmes d'échange régissant le sort des captifs dans les sociétés orquoides fonctionnent selon logique transactionnelle primitive, où le corps humain constitue devise fluctuante dont la valeur dépend de variables imprévisibles sans rapport avec les qualités intrinsèques de l'individu concerné. Les rapports du Munitorum compilés après reconquête de mondes infestés révèlent que prisonniers changèrent de propriétaire en moyenne 7 fois durant premiers 30 jours de captivité. Circulant entre mains orquoides comme marchandises dans économie de troc,
où leur équivalence variait selon besoin momentané du clan. Un captif pouvait être échangé contre quantité de munitions, portions de viande de squigot, droit d'utiliser véhicules de guerre durant raids spécifiques ou simple résolution de disputes de prestige entre nobles rivaux. Cette mercantilisation totale effaçait toute considération pour compétence ou rang antérieur du prisonnier, colonel de la garde et ouvrier manufactorum possédant valeur identique aux yeux des négociateurs peau verte. Les mécanos représentaient catégorie particulière d'acheteurs dans ces transactions, acquérant spécimens humains pour expérimentation biomécanique dont la nature précise demeure partiellement obscure, faute de témoins survivants. Les fragments de preuves récupérés suggèrent tentative d'intégration de composants organiques humains dans machinerie orque, non par sophistication technologique, mais par curiosité brutale, concernant compatibilité potentielle entre physiologies. Les rares individus ayant échappé aux établis des mécanos présentaient greffes métalliques rudimentaires, insérées sans considération anatomique. Leur corps transformé en tableau de démonstration de principes mécaniques, appliqués avec indifférence totale envers viabilité biologique résultante. Le taux de mortalité durant ces procédures atteignait 98% selon extrapolation statistique basée sur découverte de fosses contenant restes partiellement cybernétisés. Certains clans développaient en préférence spécifique, créant micro-marchés où prisonniers possédant caractéristiques particulières acquéraient une valeur supérieure. Les tribus Blood Axes, connues pour mimétisme tactique des méthodes humaines, conservaient officiers capturés plus longtemps que fantassins ordinaires. Non pour extraire renseignements, mais pour observer comportement de commandement durant situation de stress. Cette observation restait purement contemplative, les orques ne tentant jamais d'interroger formellement leurs captifs, mais se contentant de les regarder réagir à provocations variées, comme on étudierait comportement animal dans environnement contrôlé. Les Bad Moons, obsédés par accumulation de richesses matérielles, valorisaient prisonniers portant implants augmentiques ou bijoux, qu'ils dépouillaient méthodiquement avant de revendre corps dénudés à prix réduit vers destinations moins exigeantes. L'introduction de prisonniers dans circuits commerciaux déclenchait parfois cascades transactionnelles imprévues, où un seul captif changeait de main 20 fois en cycle diurne unique, chaque transaction générant disputes secondaires entre témoins, contestant validité de l'échange ou réclamant part dans bénéfice. Ces complications mercantiles aboutissaient fréquemment à résolution par violence directe, le prisonnier originel devenant accessoire négligeable dans conflits concernant davantage principes de propriété abstraits que sa personne concrète. Dans plusieurs cas documentés, le sujet de la transaction périt durant altercation entre prétendants à sa possession, son cadavre continuant à circuler comme objet de litige jusqu'à décomposition avancée, rendant finalement la dispute sans objet. Les femelles humaines capturées ne subissaient pas traitement systématiquement différent des mâles, contrairement aux pratiques de nombreuses autres espèces xénos, la reproduction asexuée par sport, rendant les orques fondamentalement indifférents aux distinctions de genre chez leurs captifs. Cette neutralité biologique ne constituait nullement protection, les gardiens manifestant brutalité opportuniste envers tout prisonnier sans discrimination, mais éliminaient dimensions spécifiques de violence sexualisée présentes dans captivité, sous domination d'espèces, pratiquant reproduction sexuée. Les témoignages de survivantes confirmèrent cette analyse, décrivant leurs expériences comme identiques à celles rapportées par captifs masculins. La déshumanisation, opérant selon axes de violence physique et psychologique sans exploitation des vulnérabilités genrées. Les enfants capturés représentaient anomalies dans économie carcérale orque, leur présence déclenchant réactions variables, allant de l'élimination immédiate à l'adoption informelle par Gretchins, qui voyaient en eux équivalent dimensionnel de leur propre espèce. Ces adoptions aberrantes créent une situation où jeunes humains survivaient en périphérie du campement, accomplissant tâches serviles aux côtés de leurs ravisseurs diminutifs et assimilant fragments de culture orque. Les quelques enfants récupérés après années de cette cohabitation forcée nécessitaient reconditionnement psychologique extensif, leur développement cognitif ayant incorporé éléments de mentalité peau verte incompatibles avec réintégration dans société impériale standard. Le Scholastica Psychana rejetait systématiquement ces sujets pour formation
détection d'altérations comportementales fondamentales, les rendant inaptes au service même après décennies de rééducation intensive. Les schémas comportementaux régulant interaction entre geôliers et captifs dans concentration hors quad obéissent à ritualisation inconsciente dont la répétition quotidienne structure temporalité carcérale selon cycles de violence prévisibles, alternant avec intervalles d'abandon total. Les ethnographes militaires de l'Ordo Xenos identifièrent 23 patterns récurrents de brutalité ritualisée, chacun correspondant à fonction sociale spécifique, dans hiérarchie tribale plutôt qu'à sadisme gratuit. L'inspection matinale des cages, effectuée systématiquement après premier repas collectif des gardiens, consistait en passage méthodique durant lequel chaque orque frappait barreau avec instruments métalliques produisant cacophonie assourdissante, servant simultanément à vérifier intégrité structurelle et à réaffirmer domination acoustique sur espace détenu. Cette percussion ritualisée durait rarement moins de 20 minutes, suffisamment pour provoquer traumatisme auditif cumulatif chez prisonniers, exposés quotidiennement durant mois entiers. Le nourrissage constituait moment de vulnérabilité maximale, où gardiens jetaient en cage masse indifférenciée de substances nutritives impossibles à identifier, mélange de champignons écrasés, viande de provenance douteuse et déchets organiques divers. La distribution ne suivait aucun horaire fixe mais dépendait de disponibilité aléatoire, créant chez captifs anxiété permanente concernant survenue du prochain apport alimentaire. Les orques observaient avec intérêt manifeste les luttes qui éclataient systématiquement entre prisonniers affamés pour accès prioritaire à ces rations, encourageant activement confrontation par paris informel sur issue des affrontements. Cette instrumentalisation de la faim transformait acte de subsistance en spectacle de dégradation mutuelle. Les captifs contraints de se battre non contre oppresseurs, mais entre eux pour miettes distribuées précisément en quantité insuffisante pour tous. Les comptes réguliers, effectués irrégulièrement par n'obèses superviseurs, souhaitant vérifier que subordonnés n'avaient pas dissipé patrimoine carcéral par négligence, forçaient prisonniers à se rassembler pour dénombrement approximatif. Les orques démontraient incapacité persistante à obtenir totaux cohérents, recommençant opération 3 ou 4 fois avec résultats divergents sans jamais reconnaître contradiction. Ces recensements chaotiques duraient parfois heures, durant lesquelles captifs devaient maintenir immobilité absolue sous peine de coups violents. Position statique prolongée, provoquant défaillance circulatoire chez individus déjà affaiblis par malnutrition chronique. Plusieurs témoins rapportèrent avoir vu qu'aux détenus s'effondrer durant ces comptes interminables. Leur corps ignoré par dénombreurs concentrés sur tâches mathématiques, dépassant leur capacité cognitive. Les démonstrations de force représentaient catégories rituelles où gardiens récemment établis cherchaient à consolider autorité par exhibition de brutalité sélective envers prisonniers choisis arbitrairement. Ces performances n'obéissaient à aucune logique punitive, mais servaient exclusivement à impressionner autres orques observant la scène, le captif sélectionné devenant simple accessoire dans affirmation de statut social du gardien. La survie à ces agressions démonstratives dépendait entièrement de retenues involontaires de l'orque, dont l'évaluation inadéquate de fragilité humaine causait morts accidentelles fréquentes. Les gardiens manifestaient irritation plutôt que remords face à ces décès prématurés, percevant destruction de leur propriété comme perte matérielle contrariante, plutôt que comme transgression morale. Les périodes nocturnes, définies moins par obscurité effective que par repos collectif des orques, introduisaient renversement paradoxal ou absence de surveillance active générait terreur spécifique. Les Gretchin, libérés de supervision de leurs maîtres endormis, parcouraient zones de détention en bandes prédatrices, volant possession résiduelle des prisonniers, molestant individus trop faibles pour résister et établissant système parallèle d'exploitation profitant de l'intervalle d'autorité vacante. Ces créatures chétives compensaient leur position subalterne diurne par cruauté nocturne disproportionnée, leur mesquinerie opportuniste, souvent plus insupportable psychologiquement que violence directe de leurs supérieurs massifs. Les captifs apprenaient à feindre sommeil profond durant ces visitations, toute réaction attirant attention malveillante prolongée. Les exécutions publiques, bien que relativement rares,
constituaient événements rituels majeurs mobilisant populations entières du campement. Ces mises à mort ne sanctionnaient aucune transgression spécifique des condamnés, mais répondaient à besoins cycliques de divertissement communautaire ou à nécessité de marquer transition hiérarchique importante. Le choix des victimes suivait critères obscurs, parfois privilégiant prisonniers ayant survécu le plus longtemps dans perverse reconnaissance de leur endurance. D'autres fois sélectionnant nouveaux arrivants pour démonstrations pédagogiques destinées à décourager espoir d'évasion chez captifs récents. Les méthodes variaient selon imagination du bourreau improvisé, créativité létale limitée uniquement par outils disponibles et impatience du public réclamant conclusion rapide. Les corps demeuraient exposés plusieurs jours comme monuments involontaires jusqu'à ce que leur présence incommode suffisamment pour justifier évacuation sommaire vers fosses communes périphériques où s'accumulaient strates d'ossements témoignant de décennies d'économie carcérale ininterrompue. Les systèmes de verrouillage employés dans installations carcérales hors quad défient classification technique standard, chaque mécanisme représentant improvisation unique, fusionnant débris technologiques hétérogènes selon principe d'ingénierie intuitive, ne respectant aucune cohérence conceptuelle. Les techno-adeptes du Mechanicus, affectés à l'analyse post-reconquête de ces structures, identifièrent 1782 configurations distinctes de serrures, portes et systèmes de confinement, aucune répliquant exactement schéma d'une autre malgré matériaux sources identiques. Les mécanos responsables de ces assemblages opérèrent sans plan ni mesure préalable, soudant composants jusqu'à obtenir fermeture suffisamment robuste pour contenir captifs humains, tout en demeurant manipulables par gardiens orques dont la force brute compensait sophistication mécanique absente. Les barreaux métalliques constituant ossature primaire des cages provenaient de cannibalisation systématique d'équipements militaires capturés, leur résistance structurelle variant dramatiquement selon origine. Certaines sections incorporaient acier renforcé de blindage de Land Raider capables de résister à impact d'armes lourdes, tandis que segments adjacents utilisaient tôles légères récupérées sur véhicules civils, cédant sous pression manuelle soutenue. Cette hétérogénéité matérielle créait point de faiblesse exploitable théoriquement, mais prisonniers manquaient généralement d'outils et de forces physiques résiduelles nécessaires pour capitaliser sur ces vulnérabilités. Les tentatives d'évasion documentées échouaient majoritairement non par solidité excessive des barreaux, mais par épuisement des captifs après efforts prolongés contre structures plus résistantes qu'anticipées. Les mécanismes de verrouillage proprement dits manifestaient ingéniosité perverse dans leur simplicité brutale. Plutôt que serrures complexes à clés ou codes, les mécanos privilégiaient systèmes basés sur masse pure, portes maintenues closes par blocs métalliques pesant plusieurs centaines de kilogrammes qu'aucun humain non augmenté ne pouvait déplacer. D'autres configurations employaient chaînes forgées manuellement, dont chaque maillon mesurait 15 cm de diamètre, leur poids cumulé rendant manipulation impossible sans machinerie de levage. Ces solutions reflétaient compréhension instinctive orque que sécurité optimale résidait non dans complexité mais dans disproportion de force. Les captifs humains physiquement incapables de surmonter obstacles conçus pour échelle orchicide. Certains campements expérimentaient dispositifs électrifiés récupérés sur installations impériales conquises, générateurs branchés anarchiquement aux structures métalliques des cages pour produire choc dissuasif. L'absence totale de régulation dans ces systèmes provoquait fluctuations de voltage mortelles. Plusieurs prisonniers électrocutés accidentellement lorsque surtension imprévue traversait barreaux qu'ils touchaient innocemment. Les mécanos responsables ne manifestaient aucun intérêt pour stabilisation de ces installations dangereuses. La létalité intermittente perçue comme fonctionnalité additionnelle plutôt que défaut nécessitant correction. Les gardiens développaient connaissance empirique des sections électrifiées à éviter, informations jamais partagées avec captifs dont l'ignorance garantissait accidents réguliers, divertissants pour observateurs orques. Les systèmes de surveillance, là où ils existaient, reposaient sur technologies optiques pillées assemblées sans compréhension de leurs principes opérationnels. Des caméras de sécurité impériales pointaient dans directions aléatoires.
certaines filmant murs vides, tandis que zones critiques demeuraient non surveillées. Les enregistrements, lorsque équipement fonctionnait sporadiquement, n'étaient jamais consultés. Les orques incapables d'opérer interface de visualisation ou désintéressés par documentation rétrospective d'événements qu'ils avaient déjà oubliés. Ces dispositifs servèrent davantage de trophées décoratifs attestant victoires passées que d'outils fonctionnels de contrôle carcéral. Les modifications structurelles continues transformaient topographie des zones de détention en palimpseste architectural où strates successives de construction se superposaient sans jamais remplacer précédentes. Un mécano, insatisfait de cages existantes, soudait simplement barreaux supplémentaires autour de premières structures, créant doubles et parfois triples enceintes dont espaces interstitiels devenaient eux-mêmes cages secondaires, accueillant prisonniers additionnels. Cette sédimentation métallique aboutissait à labyrinthes tridimensionnels, où localisation précise d'un captif spécifique nécessitait exploration physique exhaustive, les gardiens eux-mêmes incertains de distribution exacte de leur cheptel humain à travers complexité accrue de leurs propres installations. Les fosses représentaient variantes architecturales privilégiées d'encampements établis sur terrain meuble, excavation de 6 à 12 mètres de profondeur où prisonniers étaient simplement jetés sans infrastructure additionnelle. Les parois de terre compactées ou de roches friables décourageaient escalade, leur effondrement périodique ensevelissant occupants sous tonnes de débris. Ces solutions minimales reflétaient pragmatisme orc à son expression la plus dépouillée, élimination de toute superfluité structurelle au profit de pure gravité comme mécanisme de confinement. Les captifs dans ces fosses survivaient des semaines exposés aux intempéries, sans abri, leur extraction pour usage ultérieur, nécessitant cordes et treuils que les gardiens ne se donnaient peine de déployer que si demande spécifique justifiait effort. Les modifications cognitives induites par immersion prolongée dans environnement carcéral, orchicides, manifestent trajectoires de dégradation mentale distinctes des syndromes documentés lors de détention sous domination d'espèces xénos cognitives supérieures. L'absence d'intentionnalité psychologique dans Brutalité Orcs, leur incapacité à concevoir torture comme instrument de manipulation mentale délibérée, génère chez captifs désorientation existentielle particulière ou souffrance infligée ne répond à aucun objectif compréhensible et donc ne peut être négocié, anticipé ou rationalisé. Les rapports psychiatriques du Departamento Medicae révèlent que 63% des survivants développaient ce que les aliénistes nomment aphasie intentionnelle, incapacité persistante à attribuer motivation ou but aux actions d'autrui, leur expérience sous domination orque ayant dissous présupposition fondamentale que comportement hostile possède logique sous-jacente accessible à l'analyse. La prévisibilité cyclique des violences ritualisées, paradoxalement, n'offrait aucun réconfort psychologique, car les captifs comprenaient que cette régularité ne reflétait pas un système rationnel, susceptible d'être influencé par coopération ou résistance. Les tentatives initiales de prisonniers pour identifier patterns comportementaux exploitables chez gardiens s'effondraient face à constatation que décisions orquades obéissaient à caprices momentanés, imperméables à toute stratégie adaptative humaine. Cette imperméabilité provoquait chez captifs régression vers passivité absolue, toute agence personnelle révélée comme illusoire dans contexte où survie dépendait exclusivement de facteurs externes aléatoires. Les théologiens de l'ecclésiarchie assignés au conseil spirituel des rapatriés notaient une fréquence alarmante de conversion vers hérésie fataliste. Les survivants incapables de réconcilier expérience de chaos total avec doctrines impériales affirmant ordre divin sous-tendant réalité. L'exposition continue aux spores fungiques ambiantes introduisait dimensions neurochimiques dans détérioration psychologique, analyse toxicologique démontrant que particules inhalées traversaient de barrières hémato-encéphaliques et s'accumulaient dans tissus cérébraux. Les effets précis demeuraient obscurs, mais corrélations statistiques suggéraient amplification des réponses émotionnelles primitives couplées à affaiblissement des fonctions exécutives supérieures, les captifs devenant progressivement plus impulsifs, agressifs envers co-détenus,
et moins capables de planification abstraite. Cette contamination biologique des structures cognitives transformait prisonniers en approximation comportementale de leur geôlier, mimétisme involontaire au niveau neurologique précédent et facilitant adoption superficielle de postures et vocalisations orchicides observées chez détenus de longue durée. Les mécanismes de défense psychologique développés par captifs incluaient dissociation extensive où conscience se fragmentait pour protéger noyaux identitaires résiduels de réalités insupportables environnantes. Les survivants décrivaient expériences de dépersonnalisation durant lesquelles ils observaient leur propre corps subir violence comme s'ils regardaient étrangers, détachement salvateur à court terme mais générant séquelles dissociatives permanentes après libération. D'autres développaient un système délirant élaboré, réinterprétant captivité comme épreuve spirituelle, orchestrée par empereur, narrative protectrice préservant sens mais nécessitant distorsion croissante de perception pour maintenir cohérence face à accumulation d'évidences contradictoires. Les dynamiques de groupe entre prisonniers évoluaient selon phases identifiables par sociologues militaires, analysant témoignages croisés. Phase initiale de solidarité altruiste durant premier jour. Céder rapidement à atomisation compétitive, où chacun priorisait survie individuelle au détriment du collectif. Cette transition s'accélérait dramatiquement après premier décès par inanition au sein du groupe, événement démontrant concrètement que ressources insuffisaient pour tous et que coopération constituait stratégie suicidaire. Les captifs cessaient d'utiliser noms entre eux, abandonnaient tentatives de réconfort mutuel et développaient indifférence affective envers souffrance de compagnons immédiats. Cette désagrégation sociale complète servait fonction adaptative en éliminant coûts émotionnels d'attachement condamnés à rupture traumatique par mort omniprésente. Les rares individus maintenant cohérence psychologique prolongée présentaient caractéristiques communes identifiées par batterie de tests post-libération. Rigidité cognitive préexistante permettant adhésion inflexible à routine mentale auto-imposée. Histoire personnelle d'isolation sociale, facilitant adaptation à solitude extrême, ou structure religieuse intériorisée suffisamment robuste pour survivre à absence totale de validation externe. Ces profils atypiques suggéraient que survie mentale en captivité orque favorisait traits psychologiques généralement considérés pathologiques dans sociétés impériales standards. Inversion des valeurs adaptatives, où flexibilité cognitive et empathie développée constituaient vulnérabilité plutôt qu'atout. Le personnel de réhabilitation confrontait ainsi paradoxe que sujets ayant mieux résisté à captivité étaient précisément ceux éprouvant plus grandes difficultés à réintégration sociale ultérieure, leur psychologie de survie devenue incompatible avec exigences de vie communautaire normale. Les fantasmes d'évasion, universels durant phase initiale de détention, s'estompaient avec temps non par résignation, mais par atrophie de capacité imaginative même. Les prisonniers perdèrent progressivement faculté de visualiser existence au-delà des barreaux, leur univers mental se contractant jusqu'à coïncider exactement avec limites physiques de leur cage. Cette claustrophobie cognitive rendait libération effective profondément déstabilisante, les rapatriés manifestant agoraphobie sévère et détresse psychologique face à espaces ouverts, leur conscience ayant été remodelée par mois de confinement au point d'être structurellement inadaptée à liberté retrouvée. Les opérations militaires visant extraction de personnel impérial détenu dans concentration orquade obéissent à calculs stratégiques où valeur tactique des objectifs humains doit excéder coûts prévisibles en vie et matériel. Équation rarement résolue favorablement pour captifs ordinaires, dont le sacrifice est comptabilisé comme perte déjà consentie lors de leur capture initiale. Les archives du Departamento Tacticae recensent 347 missions de récupération autorisées sur période de 2 siècles à travers secteur Ultima Segmentum, taux de réussite de 22%, définissant succès comme extraction d'au moins un survivant indépendamment des pertes subies durant l'assaut. Les protocoles standards stipulent que seul personnel possédant connaissances classifiées critiques, officiers supérieurs dont l'expérience justifie investissement, ou individus de lignée noble dont la disparition provoquerait complications politiques, méritent déploiement de ressources pour leur rapatriement.
L'opération Vengeance glacée sur Valhalla Prime illustre complexité typique de telles interventions. Renseignements fragmentaires indiquaient détention du colonel-commissaire Grevik Storms, vétéran de 17 campagnes majeures dont l'expertise tactique était jugée irremplaçable par commandement de croisade. La force d'extraction, composée de 2 compagnies de Kasserkins d'élite et escadrons blindés de soutien, pénétra périmètre du campement orc durant phase nocturne, exploitant intoxication généralisée des gardiens après festivités tribales. Les équipes de reconnaissance localisèrent zone de détention après 40 minutes de progression silencieuse à travers des dalles de structure, mais découvrirent que Storms avait succombé à ses blessures 11 jours avant l'assaut. Face à objectif primaire compromis, commandant de mission décida d'extraire tout captif survivant identifiable. Décision qui transforma retrait, organisé en chaos meurtrier, lorsque prisonniers affaiblis s'effondrèrent durant évacuation, ralentissant colonne suffisamment pour permettre réaction orc coordonnée. Les pertes s'élevèrent à 83 Kasserkins tués, 16 véhicules détruits, contre récupération de 27 prisonniers, dont 9 décédèrent durant transit vers lignes impériales. Le rapport après action souligna que ratio coût-bénéfice rendait opération stratégiquement injustifiable, recommandant révision des protocoles pour interdire tentatives de sauvetage opportunistes de personnel non prioritaire, même lorsque force déjà déployée sur objectif. Cette doctrine d'abandon calculé, bien que rationnelle militairement, minait morale des troupes conscientes que capture par orc équivalait à condamnation certaine sans espoir d'intervention impériale. Les raids Astart représentaient des catégories distinctes d'opérations où capacités surhumaines des Space Marines permettaient de pénétration éclair dans forteresses orquades, avec probabilité de succès supérieure. Le chapitre des Iron Hands effectua récupération légendaire sur Medusa 5, escouade tactique unique infiltrant Kral massif pour extraire Technomage, dont augmentation cybernétique contenait schéma de fabrication d'armement expérimental. L'assaut dura 7 minutes chronométrées, Marine éliminant 142 orques et libérant accessoirement 19 autres captifs avant exfiltration par Thunderhawk. Cette efficacité contrastait violemment avec l'imitation des forces humaines, standard, mais disponibilité restreinte des chapitres Astart signifiait que telles interventions demeuraient exceptionnelles, réservées au cas où objectif possédait importance, dépassant largement valeur individuelle du prisonnier. Les tentatives d'extraction par négociation échouaient universellement, les émissaires impériaux découvrant que Orcs ne conceptualisaient pas échange de prisonniers comme transaction diplomatique légitime. Les rares fois où négociateurs parvinrent à communiquer intention de racheter captifs, boss de guerre perçurent proposition comme aveu de faiblesse invitant extorsion plutôt que base de discussion équitable. Un incident notoire sur Armageddon vit ambassade du gouverneur planétaire massacrée après avoir offert compensation matérielle substantielle pour libération d'otages civils. Le warboss Gazgekul, interprétant démarche comme insulte, suggérant que ses possessions pouvaient être acquises par moyen autre que combat direct. Cette incompatibilité cognitive fondamentale entre conceptions impériales de diplomatie et mentalité orc éliminait possibilité de résolution non violente, chaque captif ne pouvant être récupéré que par force létale. Les opérations clandestines orchestrées par agents de l'Officio Assassinorum démontraient efficacité supérieure dans contexte spécifique où cible unique de haute valeur justifiait déploiement d'assassins Vindicar ou Calidus. Ces interventions exploitaient chaos inhérent au campement orc, infiltrateurs introduisant confusion additionnelle permettant extraction durant désordre résultant. Un cas classifié impliquait libération d'inquisiteurs capturés, possédant informations concernant infiltration Geneste Haller dans monde ruche adjacent, assassin Calidus adoptant apparence de nob orc pour escorter prisonniers hors du camp sous prétexte de transfert vers arène de combat. La supercherie fonctionna durant 4 heures avant détection, délai suffisant pour atteindre point de récupération où équipe d'extraction attendait. De telles réussites demeuraient statistiquement marginales, dépendant de convergence de facteurs favorables, rarement reproductibles.
Les autorisations de bombardement orbital sur installations contenant captifs impériaux représentaient décisions parmi les plus controversées du commandement de croisade. Lorsque concentration orque menaçait objectifs stratégiques critiques et que délai interdisait assaut terrestre, doctrine militaire impériale privilégiait destruction totale incluant sacrifice des détenus. Le précédent de Genna Sept établit jurisprudence lorsque flotte impériale annihila forteresse orchicide abritant 2000 prisonniers civils dont présence n'empêcha pas exécution du barrage de torpilles cycloniques. Les autorités ecclésiastiques sanctionnèrent décision posthumément, déclarant mort acceptable car victime avait déjà été spirituellement compromise par cohabitation prolongée avec Xénos, leur élimination constituant miséricorde, prévenant corruption additionnelle. Cette rationalisation théologique masquait calcul pragmatique, que vie de prisonnier ne pesait rien face à impératif stratégique de campagne. Doctrine brutale, mais cohérente avec logique d'attrition, définissant guerre totale à échelle galactique. Les installations carcérales orquades manifestent entropie architecturale accélérée ou absence de maintenance préventive, combinent avec défauts de conception initiaux pour produire effondrements structurels récurrents, dont la fréquence augmente proportionnellement à l'âge du campement. Les relevés topographiques effectués par équipe du Mechanicus sur site abandonné révèlent taux de subsidence moyen de 47 cm par année terrestre standard, dans zone de détention, affaissement progressif, résultant de fondations inexistantes et de surcharges cumulatives de constructions additionnelles, soudées anarchiquement sur structures préexistantes. Cette dégradation continue transforme cages initialement situées au niveau du sol en fosses semi-enterrées après décennies d'occupation, prisonniers survivants se retrouvant progressivement ensevelis, vivant sous sédimentation métallique et accumulation de débris organiques. Les matériaux employés dans construction orchicide subissent corrosion accélérée, due à combinaison de facteurs environnementaux et biologiques. Les spores fongiques omniprésentes sécrètent enzymes acidiques, dégradant liaisons moléculaires des alliages métalliques, processus particulièrement virulent sur acier de qualité inférieure, récupéré de véhicules civils. Les analyses métallurgiques de barreaux prélevés sur campements abandonnés montrent perte de résistance structurelle atteignant 72% après seulement 18 mois d'exposition, fragilisation suffisante pour permettre rupture spontanée sous contrainte ordinaire. Paradoxalement, cette détérioration ne facilitait pas évasion, car prisonniers malnutris manquèrent de forces nécessaires pour exploiter faiblesses métalliques, tandis que gardiens orcs, insensibles aux risques d'effondrement, continuèrent d'utiliser structures dangereusement compromises jusqu'à défaillance catastrophique. Les soudures effectuées par Mechanos sans respect des protocoles de fusion appropriés créaient joints structurellement déficients dont rupture différée provoquait désintégration partielle imprévisible. Un incident documenté sur Octarius vit section entière de complexe carcéral s'effondrer durant la nuit, tuant instantanément 91 prisonniers sous avalanche de tôles et poutres métalliques. Les gardiens orques réagirent non par effort de sauvetage, mais par construction immédiate de nouvelles cages directement sur décombres, les corps ensevelis demeurant in situ comme fondation macabre pour strate architecturale suivante. Cette superposition de ruines habitées et de constructions neuves créait géologie artificielle, où archéologues militaires ultérieurs identifiaient jusqu'à 7 niveaux distincts de vestiges carcéraux, chacun contenant ossements de générations successives de captifs. L'absence de système de drainage transformait espaces confinés en réservoirs collectant eau de pluie, effluents organiques et fuites de machinerie industrielle adjacente. Ces accumulations liquides atteignaient parfois profondeur de 1 mètre dans dépressions naturelles des sols irréguliers, forçant prisonniers à demeurer debout perpétuellement ou à accepter immersion partielle dans bouillons pathogènes. Les analyses bactériologiques de ces eaux stagnantes révélaient concentrations microbiennes dépassant de 6000%, les seuils de létalité. Pourtant, exposition prolongée induisait adaptation immunitaire, permettant survie temporaire au prix de maladies chroniques débilitantes. Les corps récupérés dans ces bassins post-mortem
présentaient tissus imbibés de toxines, au point que crémation standard provoquait combustion anormalement énergétique. Les cadavres, devenus matériaux hasardeux, nécessitant protocole d'incinération spécialisée. Les intrusions de faune locale dans structures délabrées introduisaient prédateurs opportunistes, exploitant captifs immobilisés comme ressources alimentaires accessibles. Sur mondes infestés par squigs sauvages, ces créatures pénétraient de cages par fissures élargies par corrosion, attaquant prisonniers trop affaiblis pour se défendre efficacement. Les gardiens orques considéraient ces incursions comme divertissements additionnels plutôt que problèmes requérant intervention, observant avec intérêt combats inégaux entre humains désespérés et prédateurs affamés. Les survivants de telles attaques portaient une cicatrice caractéristique de morsures multiples, cartographie corporelle de leurs rencontres avec écosystèmes hostiles ayant colonisé leur environnement carcéral. Les incendies spontanés représentaient menaces constantes dans installations saturées de matériaux inflammables et parcourues par câblages électriques non isolés. Les conflagrations se propageaient avec rapidité catastrophique à travers structures métalliques conductrices. Température dans cage atteignant niveau suffisant pour causer carbonisation des occupants en quelques minutes. Les systèmes de suppression du feu n'existaient jamais dans zone de détention. Les orques évacuant simplement secteurs enflammés et attendant épuisement naturel du combustible. Les prisonniers brûlés vivants dont les cris résonnaient à travers campements constituaient bandes sonores familières que habitants peau verte ignoraient avec indifférence pratiquée. Les vestiges calcinés de ces catastrophes demeuraient intégrés dans structures ultérieures, ossements fusionnés au métal par chaleur extrême, formant mosaïques involontaires, témoignant de calamités antérieures. Les tremblements structurels, induits par passage de véhicules lourds et tirs d'artillerie, provoquaient dislocations progressives, des assemblages précaires, chaque vibration majeure réalignant composants selon nouvelles configurations aléatoires. Ce réarrangement continu rendait topographie interne des zones carcérales fondamentalement instables, passage existant un jour, muré le lendemain par glissement de sections entières. Les prisonniers développaient cartographie mentale de leur environnement immédiat, devenant obsolète en cycle de quelques jours, désorientation spatiale additionnelle contribuant à érosion psychologique déjà avancée. Les quelques tentatives d'évasion planifiées minutieusement échouaient fréquemment, car itinéraires reconnus préalablement avaient cessé d'exister au moment de leur utilisation prévue. La géométrie même de leur prison se révélant aussi capricieuse et imprévisible que leur geôlier. Les campements orquoides, établis sur durée pluridécennale, accumulent sédimentation de vestiges carcéraux formant stratigraphie verticale, où chaque niveau témoigne de phases distinctes d'occupation et de brutalité systématique. Les équipes d'excavation du Departamento Archaeologis, affectées à l'analyse de sites reconquis, emploient méthodologies développées pour ruines impériales antiques, adaptées pour déchiffrer chronologie de violence inscrite dans superposition de débris métalliques et d'ossements humains. Sur Ghazghkull's Folly, monde libéré après 43 ans de domination orque, les fouilles révélèrent 11 strates distinctes de structures carcérales, la plus profonde datant de l'invasion initiale, chacune des couches supérieures construites directement sur ruines compressées de la précédente, sans jamais évacuer contenu humain résiduel. L'analyse stratigraphique permet reconstitution de l'évolution démographique des populations détenues à travers temps. Les niveaux inférieurs contenaient densité osseuse, suggérant capacité d'accueil massive durant phases initiales de conquête, lorsque orcs capturaient populations civiles entières lors de raids systématiques. Les strates médianes montraient raréfaction progressive des restes, cohérente avec épuisement des réservoirs humains après années d'exploitation létale sans renouvellement. Les niveaux supérieurs révélaient nouveaux pics de densité correspondant à contre-offensive impériale, avortés dont prisonniers militaires constituèrent un flux final avant reconquête définitive. Cette périodisation osseuse documentait cycles de prédation et de renouvellement des stocks humains, selon dynamique de campagne militaire à échelle planétaire. Les artefacts personnels préservés dans matrices de corrosion entre strates offrent témoignage matériel des origines diverses des captifs.
Les archéologues cataloguèrent un signe régimentaire de 17 formations distinctes de la garde impériale, médaillons dévotionnels de 7 cultes ecclésiarchiques différents, outils spécialisés suggérant présence d'artisans et techniciens civils, jouets d'enfants indiquant détention de familles complètes. Cette hétérogénéité démontrait indifférence orque envers distinction sociale ou militaire, tous humains également réductibles à ressources consommables, indépendamment de statuts antérieurs. Les objets découverts dans niveaux profonds présentaient la patine de rouille fossilisée, impossible à nettoyer sans destruction, leur corrosion devenue partie intégrante de leur substance, après décennies d'immersion dans environnements chimiquement hostiles. Les graffitis gravés sur surfaces métalliques internes constituent corpus épigraphiques pathétiques, documentant états mentaux des détenus à travers temps. Les inscriptions des strates anciennes manifestaient encore espoir de sauvetage et affirmations identitaires. Prisonniers gravant noms complets, numéros régimentaires, messages destinés à proches hypothétiques, découvrant ces traces posthumes. Les niveaux intermédiaires voyaient détérioration stylistique marquée, textes fragmentaires, syntaxe désagrégée, abandon progressif de conventions linguistiques reflétant effondrement cognitif de leurs auteurs. Les strates supérieures contenaient uniquement marques de décompte obsessionnelles, séries de traits verticaux groupés par 5 s'étendant sur mètres entiers de surface disponible, certaines séquences atteignant plusieurs milliers d'unités, suggérant mois ou années de marquage rituel comme ultime ancrage dans temporalité quantifiable. L'analyse isotopique des ossements permet détermination des régimes alimentaires subis par population détenue, révélant variations nutritionnelles selon période et profondeur. Les squelettes des niveaux anciens montraient carences sévères, mais alimentation sporadiquement variée, incluant protéines animales occasionnelles, tandis que strates récentes contenaient restes présentant signatures isotopiques d'inanition quasi totale, organismes ayant métabolisé leur propre tissu musculaire durant phase terminale. Ces données biochimiques corroboraient hypothèse que conditions de détention se dégradaient systématiquement à mesure que campements vieillissaient et que ressources locales s'épuisaient, prisonniers des périodes tardives subissant privations qualitativement supérieures à celles endurées par captifs initiaux. Les pathologies osseuses observables sur restes exhumés documentent spectres complets de maladies générées par captivité prolongée. Le rachitisme, causé par absence d'exposition solaire et déficience vitaminique, marquait 81% des squelettes juvéniles, leurs os déformés témoignant de croissances accomplies entièrement en confinement souterrain. Les fractures non soignées apparaissaient avec fréquence statistique, suggérant qu'agressions violentes constituaient une expérience quasi universelle, ossements consolidés anarchiquement selon angulation incorrecte en l'absence de toute intervention médicale. Les infections osseuses chroniques, identifiables par érosion caractéristique des surfaces articulaires, affectaient majorité des spécimens examinés, témoignant de septicémie systémique ayant persisté durant mois voire années avant d'atteindre létalité finale. Les sépultures intentionnelles demeuraient exceptionnelles dans archives stratigraphiques, la quasi-totalité des restes humains ayant été simplement abandonnés sur place de mort et incorporés passivement dans accumulations sédimentaires ultérieures. Cette absence de ritualisation funéraire même rudimentaire contrastait avec pratiques observées dans populations humaines, confrontées aux pires catastrophes, où impulsion de marquer respect envers mort persistait même dans circonstances extrêmes. L'effacement de ces comportements chez captifs orchicides suggérait franchissement de seuils de déshumanisation, où survivants cessaient de percevoir cadavres de codétenus comme ayant été personnes méritant reconnaissance, réduction finale à pure matière organique sans signification symbolique résiduelle. Les couches archéologiques devenaient ainsi monuments involontaires, non à des individus mais à processus systématiques d'annihilation identitaire précédant et facilitant destruction physique finale. Les stratégies adaptatives développées spontanément par communautés de prisonniers émergent sans coordination centrale ni transmission délibérée de connaissances, chaque détenu redécouvrant indépendamment tactiques de subsistance minimale,
à travers expérimentation mortelle, où échec équivaut à élimination immédiate. Les survivants interrogés par psychologues militaires décrivent processus d'apprentissage par observation des erreurs fatales d'autrui, plutôt que par instruction directe, la compétition pour ressources rares, interdisant partage volontaire d'informations susceptibles de conférer avantage à rivaux potentiels. Cette absence de transmission culturelle formelle condamnait chaque génération de captifs à réitérer découvertes douloureuses accomplies par prédécesseurs décédés. Inefficacité tragique perpétuant taux de mortalité évitable, techniquement mais inévitable structurellement. L'identification des gardiens individuels, selon tempérament et habitudes comportementales, constituait compétence critique, dont acquisition nécessitait observation prolongée, risquant attention hostile. Les captifs apprenaient à distinguer orques relativement prévisibles de ceux manifestant impulsivité létale, ajustant visibilité et posture selon identité du surveillant présent. Cette cartographie comportementale demeurait perpétuellement provisoire car rotation violente des geôliers effaçait régulièrement connaissances accumulées, forçant recommencement constant de processus de reconnaissance. Les prisonniers ayant survécu assez longtemps pour observer cycles complets de remplacement des gardiens développaient capacité à évaluer dangerosité d'orques inconnus selon indices subtils de posture et vocalisation. Expertise intuitive intraduisible en directives explicites et donc non transmissible aux nouveaux arrivants. La gestion de l'hydratation représentait défi existentiel où chaque stratégie comportait compromis potentiellement mortels. L'eau distribuée par gardien contenait concentration pathogène, garantissant maladies intestinales sévères, mais refus de boire accélérait déshydratation vers mort certaine, en contexte de chaleur extrême et transpiration excessive. Les captifs développaient hiérarchie informelle d'accès aux condensations relativement pures, formées sur surface métallique froide durant période nocturne. Liquide précieux disputés avec violence disproportionnée à leur volume dérisoire. Certains prisonniers tentaient filtrations rudimentaires à travers tissus arrachés de vêtements, procédé inefficace contre contaminants microscopiques, mais offrant illusion psychologique de contrôle sur qualité ingérée. Les survivants de captivité prolongée présentaient universellement dommages rénaux permanents. Leur système de filtration physiologique endommagé irréversiblement par années d'exposition à toxines hydrosolubles. Les positions de repos dans espaces surpeuplés obéissaient à négociations continues où forces physiques résiduelles déterminaient accès aux emplacements marginalement moins inconfortables. Les zones périphériques des cages offraient possibilité d'appui contre barreaux, mais exposaient à températures extrêmes et agressions directes des gardiens, tandis que positions centrales protégèrent de contacts externes au prix de compression corporelle permanente entre codétenus. Les captifs dormaient par rotation involontaire, ceux trop épuisés pour maintenir posture verticale, s'effondrant sur sol ou autre les piétinaient durant mouvements nocturnes, traumatismes accumulés, précipitant déclin vers incapacité totale et mort subséquente. L'établissement de territoires personnels même minuscules nécessitait démonstration constante de volonté de défendre périmètre revendiqué, passivité interprétée comme invitation à usurpation par voisins opportunistes. La communication non verbale atteignait sophistication compensant interdiction tacite des échanges vocaux trop visibles. Les prisonniers développèrent répertoire de gestes minimaux, transmettant avertissements sur approche de gardiens, demande d'assistance pour redistribution de rations, ou simplement confirmation de présence consciente mutuelle dans environnements déshumanisants. Ces systèmes gestuels évoluaient organiquement vers complexité croissante, mais restaient vulnérables à incompréhension tragique, signaux mal interprétés provoquant conflits violents entre détenus déjà psychologiquement fragilisés. Les nouveaux arrivants, ignorant de ces codes tacites, commettaient infractions involontaires contre étiquette informelle, transgressions punies par ostracisme complet, privant fautifs de coopération minimale, nécessaire à survie même rudimentaire. L'exploitation des Gretchen représentait opportunité risquée, où quelques captifs parvenaient à établir arrangements parasitaires avec ces créatures serviles. Les Gretchens, méprisés par orques supérieurs et avides de toute élévation de statut, acceptèrent parfois menus services ou informations
en échange de suppléments alimentaires volés ou d'avertissements concernant intentions hostiles imminentes de leur maître. Ces transactions clandestines nécessitaient discrétion absolue, car découverte entraînait représailles sévères contre prisonniers et Gretchens impliqués, les gardiens orques ne tolérant aucune alliance même triviale entre leurs possessions et leurs serviteurs. Les bénéfices marginaux de ces collaborations justifiaient rarement risques encourus, mais désespoir transformait calculs rationnels, captifs pariant survie sur probabilité défavorable faute d'alternatives viables. Les techniques de dissimulation de faiblesse physique devant gardiens constituaient impératifs de survie, toute manifestation d'invalidité invitant élimination sommaire. Les prisonniers blessés ou malades mobilisaient ultimes réserves énergétiques pour feindre vigueur durant inspection, effondrement différé, jusqu'à départ des surveillants. Cette performance épuisante accélérait détérioration qu'elle cherchait à masquer, créant spirale descendante où efforts de dissimulation consommaient ressources physiologiques requises pour récupération effective. Les codétenus assistaient parfois ces mascarades en soutenant discrètement invalides durant compte ou en les positionnant stratégiquement pour minimiser visibilité, altruisme rare motivé moins par compassion que par reconnaissance, que tout mort additionnel augmentait probabilité statistique de sa propre sélection future pour violence arbitraire. Les zones de détention constituent un organe fonctionnel intégré dans le métabolisme global des agglomérations orquoides, leur contribution aux économies tribales dépassant largement fonction nominale de confinement pour englober rôles multiples dans circuits de production, consommation et ritualisation collective. Les analystes du Departamento Strategos identifièrent 9 catégories distinctes d'interactions systémiques liant complexes carcéraux aux structures opérationnelles plus vastes du campement. Chaque relation parasitaire extrayant utilité spécifique des populations captives, tout en générant externalités négatives redistribuées à travers écosystèmes tribal entiers. Cette imbrication fonctionnelle explique persistance des installations de détention, même lorsque leur coût de maintenance excède bénéfices directs, les cages devenant infrastructures indispensables dont suppression déstabiliserait équilibre précaire du collectif orc. Les forges et ateliers de mécanos s'approvisionnent régulièrement en matériel biologique humain pour expérimentation dont objectif demeure opaque aux observateurs impériaux. Les technoprêtres analysant vestiges de ces laboratoires improvisés découvrirent hybrides grotesques de chair et de machinerie, membres humains soudés à assemblage mécanique, sans considération pour viabilité physiologique, création témoignant de curiosité technique dépourvue de méthodologie scientifique cohérente. Ces expériences ne visaient aucun objectif militaire identifiable, mais satisfaisaient simplement pulsions créatives des mécanos explorant frontières entre organique et mécanique à travers manipulation destructive de sujets involontaires. Les quelques cobayes survivant à greffes initiales étaient parfois réintégrés dans population carcérale générale, leurs augmentations dysfonctionnelles provoquant infections chroniques et souffrances additionnelles sans conférer capacité compensatoire. Les arènes de combat exploitent prisonniers comme combattants contraints dans spectacles satisfaisant besoins récréatifs des orques, tout en régulant hiérarchies internes à travers Paris et compétition par procuration. Les captifs sélectionnés pour arènes recevaient armements rudimentaires et consignes de s'entretuer pour divertissement des spectateurs, survivants promus à statut marginalement privilégié, incluant rations supérieures et exemptions temporaires de travaux forcés. Cette mobilité ascendante illusoire motivait participation volontaire de prisonniers calculant que mort rapide en combat valait préférablement à dégénérescence lente en cage, calcul révélant désespoir transformant massacre mutuel en opportunité comparativement attractive. Les gladiateurs ayant accumulé victoires multiples acquéraient notoriété mineure parmi populations orquoides, leur réputation ne prolongeant existence que jusqu'à défaite inévitable contre adversaires plus frais ou simplement plus chanceux. Les cuisines tribales récupèrent cadavres de prisonniers décédés comme supplément protéique intégré sans distinction dans ragoûts communautaires, pratique de cannibalisme indirect où orcs consomment chair humaine sans ritualisation ni tabous inhibiteurs. Les témoins de ces récupérations cadavériques décrivent méthodes de boucherie pragmatiques traitant corps humains comme viandes ordinaires
dépouilles vidées et débitées selon techniques appliquées indifféremment aux squigs domestiques ou aux prisonniers. Cette utilisation alimentaire systématique des morts explique rareté des sépultures organisées, chaque décès représentant apport nutritif valorisé, plutôt que perte nécessitant commémoration. Les captifs vivants conscients de destination posthume de leurs compagnons développaient anxiété concernant leur propre fin, crainte de consommation post-mortem, s'ajoutant aux terreurs de mort imminente pour créer stratification d'horreur anticipée. Les zones de détention servent également fonction de réservoir démographique, tampons absorbant fluctuations dans effectifs captifs, générés par rythmes irréguliers de raids et de conquêtes. Durant période d'expansion militaire intensive, population prisonnière gonfle dramatiquement dépassant capacité nominale des cages, surpeuplement extrême provoquant mortalité massive par étouffement et écrasement. Ces pics sont suivis de déclins gradués durant phase de stagnation campagnarde, attrition réduisant population à niveau soutenable, sans intervention active des geôliers. Cette régulation démographique passive par négligence létale permet aux orques d'éviter complexité logistique de gestion planifiée. L'homéostasie carcérale émergeant spontanément de dynamiques malthusiennes brutales. Les déchets organiques produits par prisonniers fertilisent cultures fongiques environnantes, dont croissance accélérée augmente rendements agricoles informels du campement. Symbiose écologique non intentionnelle, mais néanmoins fonctionnelle. Les mécanos observant ces corrélations installèrent occasionnellement cages directement au-dessus de champs de champignons, maximisant transfert de nutriments entre prisonniers et cultures, sans comprendre mécanismes biochimiques sous-jacents. Cette agriculture involontaire transformait captifs en composants d'écosystèmes cultivés, leurs existences réduites à fonctions métaboliques intermédiaires, dans chaînes trophiques artificielles dont bénéficiaires ultimes demeuraient leurs oppresseurs. Les prisonniers conscients de ces arrangements écologiques exprimaient lors d'interrogatoires post-libération sentiment d'humiliation métaphysique dépassant indignité physique, leur réduction à fertilisant vivant, constituant négation finale de toute humanité résiduelle. Les rituels de célébration tribale incorporent prisonniers comme accessoires sacrificiels dont mises à mort publique ponctuent une festivité majeure, victimes sélectionnées pour exécution théâtralisée, marquant victoire militaire ou résolution de disputes entre chefs. Ces sacrifices ne possédaient aucune dimension religieuse, les orques étant dépourvus de théologie élaborée, mais remplissaient fonction sociale de renforcement de cohésion collective à travers participation partagée dans violence ritualisée. Les condamnés à ces exécutions cérémonielles bénéficiaient paradoxalement de morts relativement rapides comparées aux agonies prolongées de codétenus, périssant de maladies ou d'inanition. Distinction, créant hiérarchie perverse de fins désirables, où certaines formes de mort devenaient préférables à alternatives disponibles. Les récits d'évasion réussis, depuis captivité orchicide, demeurent exceptionnels dans annales impériales, au point que leurs authentifications suscitent systématiquement scepticisme des historiens militaires, suspectant exagération légendaire ou falsification destinée à alimenter propagande moralisatrice. Le Departamento Veritatum recense 23 cas documentés avec certitude probatoire satisfaisante sur 2 siècles d'archives consolidées, taux représentant approximativement 0,004% des captivités estimées durant période équivalente. Ces échappées miraculeuses partagent caractéristiques communes, suggérant que succès dépendait moins d'ingéniosité des fugitifs que de convergence fortuite de circonstances exceptionnelles, impossibles à reproduire intentionnellement. L'analyse comparative révèle que survivants possédaient invariablement combinaisons spécifiques de traits physiques, compétences techniques, et surtout, chances statistiquement improbables sans lesquelles tentatives similaires aboutissaient à reprises suivies d'exécutions exemplaires. Le caporal Werner Kross, évadé du kraal de Gorgoroth après 112 jours de détention, exploita confusion provoquée par attaque surprise d'essaims tyrannides sur périphérie du campement. Durant chaos résultant de confrontations entre orques et xénos biologiques, Kross parvint à se glisser hors de sa cage, dont Barrow avait été partiellement arraché par bioforme, traversant zone sans discrimination. Sa progression à travers campements désorganisés
bénéficia de focalisation totale des défenseurs orques sur menaces tyrannides, négligence temporaire des prisonniers, permettant mouvements non détectés jusqu'aux limites extérieures. Cross survécut ensuite 19 jours dans désert hostile, avant localisation par patrouille impériale, période durant laquelle son organisme affaibli résista miraculeusement à déshydratation et prédateurs locaux. Son témoignage ultérieur souligne un rôle déterminant de la chance pure, admettant candidement que réplication de son évasion dans circonstances normales équivaudrait à suicide différé. La techno-adepte Mélusine Varn échappa grâce à connaissances spécialisées en systèmes de verrouillage électromagnétique, ses augmentations cybernétiques, lui permettant d'interférer avec générateurs improvisés, alimentant barrières énergétiques de sa section. L'évasion nécessita fabrication clandestine d'outils de court-circuit à partir de fragments métalliques accumulés durant semaines, processus requérant dissimulation constante devant gardiens et co-détenus susceptibles de trahison opportuniste. Varn attendit opportunité créée par festivités tribales massives, durant lesquelles surveillance relâchée coïncida avec maintenance défaillante du générateur, conjonction survenant statistiquement une fois tous les 300 jours, selon calcul rétrospectif. Sa fuite à travers des dalles du campement endormi culmina par vol audacieux de véhicules orques, dont système de démarrage, elle parvint à neutraliser malgré conception anti-intrusion rudimentaire mais efficace. Elle atteignit lignes impériales après voyage de 4 jours dans territoire contesté, exploit attribué autant à compétences techniques qu'à série d'improbabilités favorables, défiant rationalité prédictive. Les tentatives collectives d'évasion échouaient universellement, avec brutalité exemplaire, dynamique de groupe introduisant variables multiplicatrices d'échecs ou trahison interne, coordination défaillante et visibilité accrue garantissaient détection prématurée. Un incident sur Golgotha vit 13 prisonniers conspirer durant semaines pour révolte coordonnée, exploitant changement de garde nocturne. Planification minutieuse annihilée par dénonciation d'un 14e captif espérant clémence en échange de renseignements. Les conjurés furent extraits de cages et exécutés publiquement selon modalités prolongées destinées à dissuader réitération, leurs agonies transformées en spectacle pédagogique pour population carcérale restante. Cet échec illustrait principe que coopération entre prisonniers, bien que théoriquement supérieure aux efforts individuels, introduisait vulnérabilité sociale insurmontable dans contexte où confiance mutuelle avait été systématiquement érodée par compétition de survie. Les évasions posthumes, catégories macabres, où individus présumés morts se réveillaient dans fausse d'élimination et parvenaient à ramper hors du campement, représentaient sous-ensembles statistiquement négligeables mais psychologiquement significatifs. Le garde Torvus Helm reprit conscience sous amoncellement de cadavres, où il avait été jeté après avoir subi traumatisme crânien, le rendant catatonique temporairement. Son émergence nocturne de la fosse, progression rampante à travers kilomètres de territoire orque, et survie subséquente de 26 jours dans nature sauvage avant sauvetage, constituaient séquence d'événements si improbables que rapports initiaux furent classifiés comme mythes avant authentification forensique confirmant véracité. Helm ne conservait aucun souvenir lucide de son évasion, amnésie dissociative ayant effacé traumatisme de l'expérience, témoignages fragmentaires reconstruits à partir d'indices physiques et de rares flashs mémoriels incohérents. Les survivants d'évasion réussie manifestaient universellement syndrome de culpabilité intense concernant codétenus abandonnés, leurs libérations individuelles perçues rétrospectivement comme trahison morale envers compagnons de captivité demeurés prisonniers. Cette culpabilité du survivant atteignait intensité pathologique chez plusieurs sujets, générant dépression chronique et tendances suicidaires persistant décennies après événement. Les confesseurs ecclésiarchiques assignés à leur réhabilitation spirituelle peinaient à absoudre ces tourments auto-infligés, les rescapés rejetant consolation théologique comme inadéquate face à souvenirs de visages abandonnés hurlant durant fuite. Paradoxalement, ceux ayant échoué à s'évader, mais ayant survécu jusqu'à libérations externes, manifestaient généralement ajustement psychologique supérieur, absence d'agence personnelle,
dans leur sauvetage, les exemptant de responsabilités morales torturantes. Les mythologies carcérales émergentes parmi populations détenues transformaient évasion réelle en légende déformée, circulant oralement entre prisonniers, récits amplifiés, acquérant dimensions héroïques incompatibles avec réalité prosaïque documentée. Ces narrations folkloriques remplissaient fonctions psychologiques, critiques, en maintenant espoir théorique de libération malgré évidence empirique accablante, illusion nécessaire préservant santé mentale minimale dans circonstances autrement dépourvues de toute perspective positive. Les autorités impériales débattaient éthique de corriger ces mythes lors d'interrogatoires de libérés, certains argumentant que vérité démystifiante causerait effondrement psychologique additionnel chez sujets déjà traumatisés, préférant préserver fiction consolatrice, même au prix d'inexactitudes historiques. Cette politique de déception miséricordieuse reflétait reconnaissance tacite que certaines illusions possédaient valeur thérapeutique supérieure aux vérités insupportables qu'elles masquaient. Les dossiers classifiés du Departamento Munitorum concernant détention sous domination orque accumulent contradictions bureaucratiques, révélant tensions entre impératifs de documentation exhaustive et nécessité de suppression d'informations susceptibles de miner morale impériale ou d'exposer négligence administrative ayant contribué aux captures initiales. Le Bureau central d'archivage sur Terra conserve 3 800 000 pages de témoignages, analyses tactiques et rapports médicaux concernant captivité orchicide, corpus dont 87% demeurent scellés sous autorisation inquisitoriale perpétuelle. Les segments accessibles aux chercheurs autorisés révèlent systèmes de classification opaques, où critères déterminant confidentialité obéissent à logique politique autant qu'à considération sécuritaire légitime. Documents anodins parfois surcatégorisés, tandis que révélations potentiellement catastrophiques circulent paradoxalement dans strates de classification inférieure. Les statistiques globales de captivité subissent manipulations comptables destinées à minimiser perception d'échec militaire systémique. Les rapports officiels comptabilisent prisonniers récupérés vivants tout en omettant systématiquement mention des morts durant détention, créant illusion statistique de taux de survie supérieurs aux réalités vécues. Un audit interne mené par faction réformiste du Munitorum révéla écart de 43% entre chiffres publiés et données brutes non ajustées, divergence justifiée officiellement par nécessité de maintenir confiance publique dans capacité protectrice de l'impérium. Cette falsification institutionnalisée, généralement tolérée, rencontrait opposition de commandants militaires, arguant que sous-estimation des dangers de capture orchicide encourageait imprudence tactique coûteuse, débat demeurant non résolu après décennies de délibérations bureaucratiques stériles. Les protocoles de débriefing appliqués aux survivants rapatriés varient dramatiquement selon rang et affiliation institutionnelle des sujets, officiers supérieurs bénéficiant d'interrogatoires respectueux menés par pair, tandis que soldats ordinaires subissent questionnements agressifs, présumant contamination idéologique ou trahison potentielle. Cette stratification procédurale reflète préjugés de classe, inscrites dans structures impériales, autorité, assumant que noblesse de naissance conférait résistance morale supérieure aux corruptions xénos. Les témoignages de roturiers documentant brutalité excessive durant captivité étaient fréquemment édités pour éliminer détails jugés exagérés ou susceptibles d'induire sympathie inappropriée envers ennemis de l'humanité, censure transformant récits authentiques en versions aseptisées conformes aux narratives idéologiques préférées. Les compensations financières accordées aux survivants et familles de disparus obéissent à calculs actuariels, traitant vies humaines comme actifs dépréciables, selon formules privilégiant économie budgétaire sur équité morale. Un soldat capturé perdait immédiatement éligibilité aux soldes et prestations continues. Sa disparition administrative précédant mort physique effective parfois de mois ou années.
Les familles, réclamant compensation posthume, affrontaient bureaucratie labyrinthique, exigeant documentation probatoire impossibles à fournir, charges de preuves inversées, forçant suppliques répétées durant décennies, avant résolution favorable rarement accordée. Ces injustices procédurales généraient ressentiment corrosif parmi populations militaires conscientes que captures équivalaient à abandon institutionnel complet. Morale sapée par certitude que l'impérium ne valorisait ses serviteurs qu'en tant qu'actifs fonctionnels, leur humanité intrinsèque étant considération secondaire négligeable. Les recommandations stratégiques émises par analystes étudiant patterns de captivité demeuraient majoritairement ignorées par échelon décisionnel, suggestions d'amélioration tactique réduisant vulnérabilité aux Red Orcs archivés sans implémentation concrète. Un rapport particulièrement détaillé proposait modifications doctrinales, incluant formation spécialisée anti-capture et équipement d'autodestruction pour personnel détenant informations sensibles, préconisations rejetées comme trop coûteuses ou logistiquement impraticables. Cette inertie institutionnelle perpétuait conditions permettant répétition cyclique de captures massives, chaque nouvelle génération de soldats redécouvrant vulnérabilités identiques à celles documentées exhaustivement par prédécesseurs décédés, dont leçons n'avaient jamais été assimilées par commandement supérieur. Les sections les plus profondément classifiées contiennent révélations concernant prisonniers impériaux ayant survécu assez longtemps en captivité pour développer accommodation psychologique avec geôliers orques, phénomène de syndrome de Stockholm xénophile, considéré hérétique par autorité ecclésiastique. Ces cas marginaux impliquaient individus ayant appris rudiments de langage orque, adopté postures et comportements mimétiques, voire développé relations quasi symbiotiques avec gardiens spécifiques. Leur rapatriement posait dilemme théologique insoluble. Inquisition débattant, si contamination culturelle constituait corruption irréversible, justifiant élimination préventive ou simples adaptations pragmatiques pardonnables après pénitence appropriée. La majorité de ces sujets disparaissaient dans structures pénitentiaires inquisitoriales, leur destin ultérieur non documenté officiellement, ambiguïté bureaucratique, masquant probablement exécution discrète. Les annexes techniques décrivant installations carcérales orchicides avec précisions architecturales militairement exploitables demeurent accessibles uniquement aux officiers, planifiant opérations de récupération, leur classification justifiée par risque que informations tombent en mains ennemies, facilitant amélioration défensive des campements. Cette logique circulaire où connaissances nécessaires au sauvetage restent interdites à ceux susceptibles de les employer illustre dysfonctionnement kafkaïen des bureaucraties impériales, régulation autocontradictoire, paralysant efficacité opérationnelle au nom de sécurité hypothétique. Les commandants frustrés rapportent planification de missions handicapées par manque d'informations basiques, leurs requêtes d'accès aux archives rejetées par administrateurs, invoquant protocoles dont origine et justification rationnelle se sont perdues à travers siècles d'applications mécaniques dépourvues de réflexion critique. Les archives interdites du Munitorum cristallisent ainsi paradoxes institutionnels où accumulation obsessive de savoir coexiste avec refus systématique de leur utilisation constructive, savoir transformé en fétiche bureaucratique plutôt qu'instrument d'amélioration continue, les morts innombrables documentées méticuleusement dans registres scellés, ne générant aucun apprentissage organisationnel susceptible de prévenir répétition future de tragédies identiques.